love this game. Bienvenue dans l'émission Hors-jeu, l'émission du football populaire. Fréquence Paris Pluriel, bien entendu. Émission numéro 44. 44 comme un département qui nous est très cher, enfin qui est très cher à surtout l'un d'entre nous. Jeff, salut Jeff, ça va ? Salut Rémi, ça va et toi ? Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Dans ces locaux. Surtout, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré en direct. Ouais. Et puis bien sûr Thomas. Comment ça va Thomas ? Bah ça va bien, c'est l'été, bientôt une année de plus pour moi, très content de te retrouver. T'annonces ton anniversaire ? Ouais, toi, j'annonce. C'est le combien 15, juste ? Le 15, c'est la Saint-Donald, je le dis comme ça. 15 juin, d'accord. très bonne référence. Et nous avons un invité de marque aujourd'hui, n'est-ce pas ? Eh oui, alors avant de le présenter, une petite introduction. Alors, le foot, est-ce qu'il est de droite ou de gauche ? C'est une question à laquelle, évidemment, nous n'allons pas répondre puisque le foot est apolitique, hein, comme on a l'habitude d'entendre, surtout quand on est de droite. Non, plus sérieusement, on va donc discuter aujourd'hui en quoi le foot peut véhiculer des valeurs de gauche et être un terrain de lutte. En parlant de ce livre qui vient de sortir, Latéral gauche, aux éditions Libertalia, et nous sommes en compagnie de l'auteur de ce livre, Nicolas Xismartov, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors Nicolas, on te présente plus, mais enfin si jamais il y a des auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas. J'espère. Donc tu es journaliste à SoFoot notamment, également à la revue Sport et Plein Air de la FSGT, et tu as publié en 2014 la FSGT du sport rouge au sport populaire. En 2020, terrain de jeu, terrain de lutte, militante du sport. Et en 2022, Qatar, le mondial de la honte, à l'occasion duquel tu étais déjà venu dans notre émission. Alors, regardez les archives, c'est l'émission Hors-jeu numéro 12. Hein. Petite parenthèse, vous pouvez écouter toutes nos émissions en podcast. Vous aurez tous les liens sur notre page Insta hors-jeu FPP. Et donc tu viens de publier également aux éditions Libertalia ce livre Latéral gauche. Est-ce que tu as besoin de compléter cette petite introduction ? Mon Dieu, déjà moi aussi c'est bientôt mon anniversaire et moi je suis un Haussien et donc on est foutu. Et en fait je me rends compte qu'il me faut 4 ans pour écrire un bouquin alors qu'ils sont pas très épais. Hein, non voilà, en toute honnêteté, voilà, c'est. Merci déjà de me recevoir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace médiatique où on parle du foot, en tout cas de ce point de vue-là. Il y a des espaces où il y a différentes façons d'en parler et assez ouvertes, mais engagées. Il y a sur les réseaux sociaux, sur le net, il y a Dialectique Football par exemple qu'on salue ici. Mais voilà, donc merci de me recevoir. Et puis bon, voilà, c'est un livre. On en discutait tout à l'heure. Ouais, c'est un peu contrairement au précédent qui se voulait un petit peu plus sérieux. C'est un gros éco-trip, quoi. C'est un livre où j'essaye de raconter à travers une galerie de portraits comment je vois le foot et comment je pense que le foot peut sauver la gauche, ce qui est particulièrement et comme je dis, c'est aimer le foot quand on est de gauche et marier paradoxe de l'intelligence à la mauvaise foi. Donc d'avant, je préviens tout le monde, c'est en toute subjectivité et il y a forcément des manques. On peut même souligner autant de paradoxes qu'on veut. Tout est assumé, il n'y a pas de problème. Hein. C'est open bar, allez-y. Donc ça sort aux éditions Libertalia comme le précédent, donc fidèle à ton club. Ouais, c'est ça. Mais c'est ceux qui me gardent aussi, il faut dire peut-être, j'en sais rien, mais voilà, mais merci à l'équipe qui fait. Franchement, dans la matière des maisons d'édition indépendantes, heureusement qu'ils sont là, d'autres le font aussi, hein, mais c'est quand même quelque chose. C'est comme je dis, tout est bon à prendre dans le contexte actuel et c'est quand même une belle maison d'édition où il y a notamment un livre assez intéressant, pour le coup très sérieux sur l'histoire du Front populaire à travers le monde, des Fronts populaires à travers le monde, qui vient de sortir, et d'autres, j'ai peur d'en oublier, hein, mais voilà, donc c'est puis il me laisse une certaine liberté assez risquée péril, mais donc c'est appréciable. C'est quelqu'un que je connais bien, Étienne Bétaillard, j'ai travaillé avec eux même avant dans un fanzine qui s'appelait Barricata, que certains se souviendront. Voilà, donc j'écrivais à l'époque des chroniques musicales, hein, donc il y a prescription. Ah oui.
Et au passage, très belle couverture, comme toujours, souvent avec Libertalia. Et en plus, c'est pas cher, 10 €. C'est 2 pintes. Moi, j'ai essayé de garder ma ligne, ma ligne économique de solidarité avec le peuple. Ça ne vous coûte que 2 pintes. Donc, on va. Je rigole pas, mais il y a des amis qui m'ont payé le bouquin avec des pintes. C'est noté. Alors, on va commencer par parler de la forme. Donc, c'est découpé en 12 chapitres où tu nous décris des portraits de personnalités qui incarnent ce football de gauche. Et puis, comme tu disais, c'est donc une liste évidemment non exhaustive et avec une subjectivité assumée. Et pour chaque chapitre, donc, tu proposes un titulaire et plusieurs remplaçants que tu abordes au fil du chapitre. Et donc, on avait dire déjà comment tu as fait cette sélection, Didier Deschamps. Ouais, Didier. C'était assez compliqué en fait. Alors il y avait certains noms que je voulais mettre absolument parce que je les trouve ignorés. J'ai des chouchous. Enfin j'ai des vraiment Henri Klenov, le fondateur le premier journaliste sportif de l'humanité, Père Jaurès, fondateur du sport ouvrier en France. C'est quelqu'un que je mets souvent en avant parce que je pense qu'il est oublié, y compris au sein du mouvement ouvrier et au sein de l'histoire de ce courant politique. Après ça a été très compliqué parce qu'il y avait des figures que j'avais pas envie d'embrigader les gens, j'avais pas envie que des footballeurs d'en racoler des drapeaux, des maillots qui n'étaient pas les leurs. Comme je dis, parfois des footballeurs de droite proposent un football de gauche et des footballeurs de gauche ont un jeu très à droite. Ouais, ce que tu dis en introduction. Ouais, donc c'est un peu le paradoxe. Donc parfois j'ai aussi j'ai parlé de Zebio alors qu'il est mais parce que je pense que pour aborder les questions notamment coloniales, raciales etc. C'était une porte d'entrée comme Pelé assez intéressante, qui sont deux figures largement centristes pour pas dire plus, mais l'époque explique beaucoup de choses. Après j'ai choisi des personnalités ou des footballeurs qui il y a le côté historique. Donc, moi, je suis historien de formation. Donc, vous allez retrouver Klenov, Emmanuel Mink, des figures du sport ouvrier que j'appréciais, qui m'ont intéressé par tout ce qu'elle manipulait et tout ce qu'elle drainait derrière elle. Bien sûr, il y a Rino de la Negra, il y a ce type de profil. Mais effectivement, après, c'était vraiment... Après, moi, je me suis pas interdit les classiques. C'est comme en musique, on va pas s'interdire d'aimer Marvin Gaye sous prétexte que tout le monde aime. J'ai mis Socrates parce que c'est un personnage. Quand on parle de foot de gauche, qu'on veuille le critiquer, qu'on veuille faire tomber incontournable. L'idole et compagnie. Et je peux comprendre, et même Rai, mais c'est des personnalités. C'est incontournable. Il faut en parler, et parce que c'est incontournable. Et même pour ma génération, donc j'ai un certain âge, c'est quand même quelqu'un qui a représenté la prise de conscience qu'il y avait. C'était possible de penser autrement le football en étant soi-même un très grand joueur. Enfin, il y a aussi cette dimension-là, c'est que le football de gauche, c'est aussi des très grands joueurs. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des seconds, des troisièmes couteaux. Lucarelli est un bon footballeur, mais c'est pas un immense footballeur. Pour parler de lui, après j'ai mis aussi des figures qui pour moi étaient intéressantes parce qu'elles étaient au confluent de la culture populaire et du foot populaire. D'où la présence de Pasolini ou de Bob Marley. Et oui, voilà, donc qui on y reviendra. On y reviendra. Oui, voilà. Et pour terminer, oui, il y a ce côté Amérique parce qu'il y avait la Coupe du Monde qui approchait, mais par ailleurs, Megan Rapinoe pour réfléchir beaucoup de questions du foot féminin ou du foot, des questions LGBTQI+, la question de la résistance, comment le football peut être un outil de résistance au sein de quelque chose qui est une vague qu'on vit tous en ce moment à travers le monde, en Amérique du Sud, aux États-Unis et malheureusement en France. Donc par exemple, c'est pour ça qu'à un moment je fais une légère diversion sur Bad Bunny en disant Bad Bunny il fait son show là, à la mi-temps du côté. Est-ce qu'il y aura des rappeurs français capables de faire ça à la mi-temps d'une Coupe de France? Si c'est Bardella ou Marine Le Pen qui est la présidente de la République ou le président de la République à ce moment-là. Donc voilà, j'ai voulu aussi interroger ces logiques-là, et puis j'ai rendu évidemment hommage aux supporters. Alors c'était plus difficile parce que les supporters sont pas forcément des mouvements qui ont des figures de proue, donc vous avez compris, j'ai choisi des hommages notamment à un supporter grec qui est mort assassiné par des militants néo-nazis de l'Aube dorée et un supporter grec, un autre supporter grec qui a été assassiné par des hooligans croates, etc. J'ai parlé de ces mouvements-là, j'ai parlé de Casti parce que alors, les gens ne connaissent pas forcément, mais c'est un supporter montpelliérain qui a été éborgné et qui a
s'est engagé dans la lutte contre les violences policières et contre le LBD et ce type d'outils de répression. Alors maintenant, ça va sembler secondaire vu les lois qui vont passer. Bon, là, maintenant, ils pourront directement utiliser les flingues, donc on va gagner du temps, ça se trouve. Mais voilà, donc c'était intéressant, même si eux, le mouvement ultra refuse globalement, hein, généralement, la personnalisation. Voilà, faut vraiment être décédé comme DP ou des gens comme ça pour avoir droit à un peu d'aura. Voilà, et puis j'ai parlé des supporters, des entraîneurs aussi, parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et donc j'ai cité longuement Bill Shankly parce que c'est quelqu'un qu'il faut, en plus, il faut relire ce qui a été écrit sur lui. Il y a David Peace a encore sorti un magnifique bouquin très long, alors je vous le concède. C'est son style à lui hyper détaillé, mais qui est juste incroyable de compréhension, mais qui vaut évidemment pas tout ce qu'il a pu écrire sur Shankly. C'était plutôt Rouge que Mort, qui est juste à mon avis, un des plus beaux livres qu'on ait fait sur le football, même d'un point de vue purement littéraire. Voilà, donc j'ai parlé de tout ça et alors je l'ai dit par exemple, il n'y a pas le foot allemand parce que j'y arrive pas. Moi, le foot allemand, ça m'a jamais intéressé, j'arrive pas à m'y mettre. Ça m'intéresse tellement pas que les problèmes actuels avec la sélection nationale, je m'en fous, j'arrive même pas à m'en réjouir. Voilà, donc on m'en veut. Un Breitner aurait largement sa place là-dedans. Hein. Je dis pas le contraire. Il y en a d'autres sûrement. On a le Saint-Pauli, c'est un club qui m'a jamais parlé. Alors je sais Dieu sait que je sais que à gauche, il a pu avoir une figure, il a pu être iconique. Tout le monde avec son maillot, son t-shirt, sans savoir, il est capable de citer un seul joueur ou l'historique. Même si tu parles quand même d'Anton Rabe, j'avais. Oui, Anton Rabe parce que c'est un joueur de Rennes qui un Allemand, aussi qui a joué à Nantes, et qui a rejoint la résistance par antinazisme. Ouais. Et oui, il faut pas non plus. Je trouve ça, enfin vraiment, alors ça c'est en tant qu'historien, j'ai toujours été très fasciné, admiratif de ces. Il y en a eu quand même un certain nombre de ces Allemands qui ont ou déserté l'armée, ou rejoint la résistance, ou se sont opposés au nazisme. La plus connue, évidemment, c'est celle qui chantait Lily Marlène. Mais je trouve ça, alors, je sais pas, le mot admirable, mais je trouve que c'est impressionnant parce que je sais quand on voit ce qui se passe en Russie aujourd'hui, etc. C'est compliqué, hein, les ressorts du patriotisme et des choses là. Donc voilà, non mais Antoine Rabe, en plus c'est quelqu'un, moi quand je lui en ai parlé, j'ai eu quand même quelques retours de supporters des deux clubs qui étaient très heureux qu'on sorte un peu de l'anonymat. Il y en a d'autres que j'aurais pu citer, mais voilà, donc c'est en toute mauvaise foi et il me faudrait un tome 2, mais je doute beaucoup que Nicolas accepte. Mais c'est pas grave, on passera sur autre chose et on sera tous heureux. Ouais. Alors. Tu l'évoquais tout à l'heure dans le premier chapitre, Abraham Henry Kleinhoff, le journaliste qui a publié Socialisons le sport et qui est pour toi donc un pionnier de ce football de gauche, et parce que en fait c'est à cette époque-là et d'ailleurs encore maintenant, le football est un peu méprisé par la gauche. Alors est-ce que tu auras des explications là-dessus? Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs? Alors, moi d'abord, dans l'information, je me méfie des anachronismes. Ce qui me fascine chez Abraham-Henri Kleinhoff, c'est qu'il a pensé le football association, comme on disait à l'époque, au début du XXe siècle, à une époque où il était très faiblement développé en France. Il commençait ses premiers pas, même si déjà il est déjà plus populaire que le rugby, étrangement. Il l'a pensé en termes politiques. Alors que franchement, les courants politiques, les courants du Montpellier, beaucoup étaient hostiles au sport, qui voyaient comme un truc anglais, qui voyaient comme quelque chose d'opposé à l'éducation physique qu'il fallait absolument développer par contre dans les écoles, qui pensaient que le loisir était oisiveté. Il y avait un regard, et à juste titre, hein, quand les mecs qui bossent 10-15 heures par jour, tu vas pas leur demander de faire du sport en plus. C'était ça aussi. Léon Jouot avait écrit un texte là-dessus en 1919, assez intéressant, où il analysait les raisons pour ce qui expliquait déjà presque de manière sociologique les ouvriers du sport. Mais lui, il conceptualise, il donne des idées, il pratique, il joue, il crée des clubs. Donc en plus, il met la main à la pâte, quoi. C'est pas juste un penseur. Il y en a eu quelques-uns dans le sport qui ont beaucoup pensé et très peu fait. Lui, il est vraiment à l'articulation des deux. Il essaye de convaincre. Il écrit dans l'Humanité, qui est un journal de l'époque important, même si sa diffusion est limitée, même si elle augmente un petit peu, et qui est surtout un journal de très haute tenue. Enfin, intellectuellement, les pages internationales. Moi, j'ai consulté l'UMA de l'époque dans mes recherches.
entre le côté littéraire, le côté international, les analyses politiques, enfin les plumes qu'on retrouvait dedans, c'est juste impressionnant. Ça fait vraiment la motonne, quoi. C'est du grand art. Et donc lui, il est dedans et il écrit, il parle il dit que le sport, c'est un sport socialiste, il explique les valeurs. Donc moi, ça m'intéresse. Bon, après, il décédera en 1916 au front, comme toute une partie de cette génération. Mais c'est toujours important pour moi de pas de réhabiliter, mais d'expliquer qu'en fait, tu as raison. Il y a eu un moment, pas une méfiance. Enfin, tout dépend de quelle gauche on part. Au Parti communiste, ça faisait partie de la culture ouvrière, donc on a accepté, il n'y avait pas de problème. Le football part dans le milieu libertaire et il y a eu des livres qui sont sortis, qui en ont parlé. Il y avait une espèce de défiance à l'extrême gauche pour ce sport, vu un peu comme en France. Je parle de la France, je veux bien qu'on soit clair, un peu beauf, un peu... Voilà, il y avait pourtant dès 1968, il y a eu des tentatives et tout. On vous en avait déjà parlé en plus ici. Mais malgré tout, depuis toujours, en fait, il y a eu des gens qui ont pensé et qui ont fait. En fait, c'est l'articulation des deux qui pour moi était importante. Comme pour ce qui m'intéresse énormément dans le mouvement du foot LGBTQI et plus, parce que c'est pas seulement les dégommeuses Paris Arc-en-Ciel. J'ai peur d'en oublier des clubs, mais elles jouent en fait. Elles veulent jouer. En fait, elles aiment le foot profondément et elles le subvertissent de cette manière-là. Et elles font en même temps qu'elles disent et qu'elles conceptualisent. Et donc voilà, je voulais tresser un peu. J'aurais peut-être dû l'écrire plus, mais pour moi, il y a un vrai arc entre les deux en fait. Et après la gauche, après 98, comme toute la France, une partie de la gauche a eu une espèce d'épiphanie. Il y a eu un tournant, ouais, il y a une épiphanie parfois insupportable par certains aspects, mais et qu'est-ce que ça t'évoque quand tu vois tous ces politiques s'afficher en tribune Mais le populaire n'est pas contagieux en fait. C'est pas parce que tu vas aller alors, je cite ce cas-là parce que c'est ce qui s'est produit, c'est pas contre les tribunes marseillaises, c'est parce que tu vas au Vélodrome comme Sandrine Rousseau ou Mélenchon que d'un coup ça va se contacter avec toi et tu vas par capillarité, ça pour... À la limite, je préfère les hommes politiques qui disent j'y connais rien, c'est pas mon truc. Mais parce que je suis politique, si je suis maire ou si je suis élu, Marie-Georges Buffet, on est ou pas d'accord avec elle ne connaît rien au foot, mais elle a participé à des commissions d'enquête sur les supporters, sur la répression, les lois. Elle a fait des choses. Il y a un certain nombre d'élus qui ont voilà, c'est pas faites votre boulot en fait. Et si évidemment dans une ville comme Marseille ou d'autres, le sport populaire, les clubs locaux, les infrastructures sportives, c'est important. Donc c'est mon boulot. Si t'aimes pas le foot, c'est pas très grave. À l'inverse, il y en a qui connaissent et qui sont capables aujourd'hui de s'emparer. Éric Coquerel a proposé, a réussi à adjoindre pour l'instant, parce que ça va pas passer au Sénat, mais dans la proposition de loi actuelle, l'interdiction de la multipropriété en relation avec les supporters du Red Star. Lui aime vraiment le foot, mais je dirais que c'est presque secondaire. À l'inverse, oui, évidemment, mais c'est pas nouveau. Enfin, le président de la République, il va assister à la Coupe de France depuis 1927. Je suis pas sûr que M. Lebrun, si je me souviens comment il s'appelait comme ça à l'époque, en avait quelque chose à secouer. On sait très bien, par exemple, que la reine d'Angleterre n'a jamais rien compris au football, mais elle a été tous les ans à la finale de la Cup. C'était impossible de la rater. Et voilà, on sait que Marine Le Pen déteste le football, par exemple. Au moins, elle ne fait pas semblant, tu vas me dire. C'est au moins ça. Mais voilà, et puis c'est parce que Bardella ou Sarkozy aiment le foot qu'on va voter pour eux non plus. On est d'accord. Voilà. Voilà. Peut-être avant d'évoquer quelques personnalités dont tu parles dans ce livre, on va peut-être faire une petite pause musicale. Alors il se trouve que dans ce livre, c'est aussi il y a une playlist. Tu parles pas mal d'artistes, de musiciens, et tu nous as proposé quelques sons. Alors par quoi on va commencer? C'est à vous de me dire. Gilles Scott Heron, par exemple. Ouais, on est parti là-dessus. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia.
revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry armed women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keys, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. On vient d'entendre Jill Scott Heron, Revolution Will Not Be Televised. C'est ça. Donc on est toujours dans l'émission hors jeu sur Fréquence Paris Pluriel, en compagnie de Nicolas Xismartov, qui nous a proposé ce son. Alors, d'abord j'en parle dans le bouquin, mais il y a une raison, c'est que son père, Gilles Heron, jamaïcain de naissance, est un des pionniers du soccer aux États-Unis dans les années 50. Y compris dans un contexte de ségrégation et de racisme. Il a été aussi le premier footballeur noir du Celtic Glasgow, c'est pour ça qu'il est un peu connu, entre guillemets. C'était un joueur moyen, mais il a été vraiment... c'est une des figures naissantes du football américain, ou du soccer américain. Preuve qu'il n'est pas né récemment, il n'est pas né avec la MLS, le soccer aux États-Unis. Et c'est ça qui est intéressant. Et lui, il le connaissait très peu. Hein. Son père, ils ont été séparés assez tôt, mais il a régulièrement fait des allusions dans ses chansons où, quand il allait en Écosse, il leur en parlait, il faisait toute une blague durant le concert. Il y a d'autres figures dont je parle, Gabriel Gadgen, par exemple, ce haïtien qui est un des héros de l'équipe des USA de 1950, qui est demi-finaliste, avec beaucoup de joueurs, pour le coup, entre guillemets, qui aujourd'hui seraient expulsés par l'ICE. Voilà. Donc, qui était un haïtien qui malheureusement est mort en retournant dans son pays. Il a été tué par les tontons macoutes. Hein. C'était les milices du dictateur Duvalier. Dictateur mis en place par les États-Unis, hein, avec la coïncidence de la France. Hein, on n'est pas un gentil pays non plus tout le temps. Et voilà, donc c'est intéressant, c'est marrant, cette connexion entre les deux m'a toujours fait sourire. J'avais fait un papier pour SoFoot il y a longtemps avec Mathias Edwards, qui nous a quittés récemment, malheureusement, une petite pensée pour lui. Et voilà, c'était... voilà, j'aime bien ce genre de clin d'œil de l'histoire qui sont pas toujours volontaires. Donc, voilà. Puis alors, il faut dire, J. Scott Heron, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, découvrez-le, c'est des figures tutélaires du rap avec Léas Poète. C'est un immense artiste soul militant et qui est un grand poète aussi. Donc voilà. Donc on va continuer à parler de ce livre Latéral Gauche. Et donc tu évidemment évoques quelques footballeurs. Alors il se trouve que tu as choisi des personnages un peu controversés comme Maradona et Cantona, même si c'était peut-être incontournable, mais voilà. Maradona, comment on peut le définir? C'est ce que je mets, c'est une de mes hésitations. Diego Maradona, il y a l'immense footballeur qu'il est, bon, ça on va pas en parler. Il y a cette vie de péplum, hein, c'est Manu Chao qui m'avait dit ça dans l'interview. Il a une vie de péplum, hein, son existence, c'est ça, hein, c'est du CCBIL 2000. Il y a ses engagements politiques qui sont très erratiques à comprendre, entre ses tatouages de Che Guevara et son amitié avec Fidel Castro, sa fascination pour les péronistes, ses délires parfois, mais
Et en même temps, il est l'incarnation d'un football populaire à sa façon, du Sud. Son but c'est un génie qui a fait que l'un des plus grands buts de l'histoire du football est de la main dans un sport où c'est interdit. Voilà, c'est extraordinaire. Par ailleurs, dans le même match contre l'Angleterre en 1986, donc il marque aussi un des plus grands buts. Je fais la connexion avec Pasolini qui disait le rêve, ça serait de voir un joueur traverser tout le terrain, dribbler tout le monde et marquer. Et il l'a fait en fait. Et il a fait même il l'a fait à la brésilienne, alors que le football argentin est souvent opposé au style brésilien. Donc voilà, il a incarné énormément de choses et dans ses prises de position. Mais il y a ce qu'il était comme footballeur, il y a sa vie d'homme. Et il le sait qu'il a raconté ses rapports avec la mafia, le problème des addictions. Il y a ses errances, il y a et puis il y a la représentation qu'il a aujourd'hui encore dans le foot. Qui est mondialement impressionnante. Voilà, il y a lui, il y a Pelé, Cruyff peut-être, Platini en dernier, voilà, mais dans les grandes figures historiques du XXe siècle du foot, il y en a. Il est parmi eux et il incarne quelque chose. Je dirais pas à gauche parce que j'ai du mal avec ça, mais c'est que je l'ai le même problème avec Bob Marley. Enfin, je le parle à un moment, mais malgré tout, que tu le veuilles ou non, il est entre guillemets beaucoup plus subversif, peut-être à son corps défendant. Et je pense que c'est ce qui a fasciné par exemple Manu Chao à un moment quand le personnage le fascinait pour ça en fait. Voilà, donc. Moi, je le dis, hein, comme je le dis à un moment je cite les Redskins, qui est un grand groupe. Soul punk des années 80, Take No Heroes on Inspiration. Prenez pas de héros, juste l'inspiration, et c'est ça en fait le bouquin aussi beaucoup. J'essaie d'être honnête sur les personnages. Voilà, et je sépare pas l'homme de l'artiste, c'est pas mon délire, mais j'analyse aussi un moment malgré tout, même si c'est un ego trip, j'essaie d'analyser. Et comme un moment, quelqu'un comme Stoïkov, vous voyez, ce joueur du Barça ou bulgare. Mais il incarnait un truc dans le foot à un moment qui était complètement déglingo, alors qu'il avait un côté anard de droite, hein, clairement. Mais voilà, j'étais à Barcelone, j'ai vu des mecs porter des t-shirts à son effigie parce qu'il incarnait, il incarnait presque l'anti-Messi en fait. Tu vois, qui est clairement un génie du foot, il n'y a pas photo, mais qui est quand même très ennuyeux, qui est très ennuyeux comme personne à voir, même si on va rien dire sur lui, le footballeur. Je le préfère 100 fois à Ronaldo, il n'y a pas photo, mais et voilà. En parlant d'anard de droite, est-ce que Cantona, selon toi, en fait partie? Ouais, c'est complexe. Non, de droite, je dirais pas, parce que ça serait quand même ignorer ses prises de position dans le contexte actuel. Je pense qu'il s'est construit un personnage qu'il est assez intelligent pour en jouer. J'en ai la conviction. Alors lui aussi, très grand footballeur, mais à l'instar d'un Cruyff, même s'il est moins talentueux que lui, c'est ces stars qui n'ont jamais gagné de Coupe du Monde, donc il manquera toujours ça. Bon, il est iconique. Ouais. Au point que Ken Loach lui consacre un film qui n'est pas très bon par ailleurs, mais il incarne quelque chose. Et puis ce kick. Ce kick à un supporter qui l'insultait, qui était par ailleurs un hooligan d'extrême droite. Donc j'ai vu 100 fois repris en autocollant football antifa. Tout ça. Est-ce qu'il le savait au moment où il. Alors il l'a dit. Comme je cite, il dit je savais pas, j'aurais tapé 2 fois. Voilà. Mais il savait qu'il il se rappelle des insultes apparemment sur le fait qu'il était français. Il faut comprendre qu'en Angleterre, quand on traite de ça de français, je dis pas que c'est la même chose que d'être sale noir mais c'est quand même un registre xénophobe, tu vois. Il y a quand même cette dimension forte encore, et à l'époque, surtout dans les années 90. Après, je dis pas qu'il y a une droiture, mais il est le personnage qui s'est construit, il reste assez fidèle à ça, et il aurait pu, je pense qu'il pourrait avoir occupé une autre place aujourd'hui dans le foot, dans le monde. Et par exemple, qu'il adoube aujourd'hui quelqu'un comme Olysée, ça signifie beaucoup de choses en fait. C'est qu'il a l'impression que le football de son époque revient et qu'il y a quelque chose de plus artistique et poétique, même si je pense qu'il se trompe peut-être. Est-ce qu'il est. Moi non, Anard, oui, de droite. Non, parce qu'il a quand même pris des positions sur des questions comme la Palestine qui sont clairement clivantes. Il a jamais franchi la ligne rouge sur ce sujet-là, donc parce qu'il a toujours été super honnête. Il s'est quand même engagé sur certains sujets. Il a quand même. Et sur l'histoire des banques qu'on pouvait mais faire tomber en retirant tout l'argent. Ouais, mais il faut encore, comme j'explique, faut prendre ce qu'il y a à prendre chez les footballeurs. Par ailleurs, c'est pas à eux de trouver des. Comme je dis, c'est des riches sans pouvoir, donc ils décident pas des lois qui nous concernent, et c'est pas à cause d'eux que peut-être le public va mal ou qu'il y a des reculs sur les droits sociaux. À l'inverse, sauf cas de figure,
faut pas non plus leur demander de nous fournir un clé en main le manuel de la Révolution, parce que on va tous être très vite déçus. Voilà, je pense qu'il a une part. Il a le côté. Enfin, je veux dire, si vous allez au bar du coin et que vous commencez à demander à tout le monde son avis, vous allez entendre des choses qui vont de ce niveau-là. Je lui en veux pas en fait pour ça, parce que voilà, C'est sympa, quoi. Non, mais en fait, dans le contexte actuel, on a quand même baissé nos critères, quoi. Donc à un moment, voilà, je l'explique à plusieurs reprises. Dans le contexte actuel, on regarde, enfin, on a moins d'exigences, pas moins d'exigences, mais voilà, tout le monde est là dosé, parce que Villepin dit, vous savez, moi je ne mélange pas les fachos, je ne mélange pas les nazis et les antifas. Ah ouais, génial. T'es sérieux là, c'est un truc de curé de gauche, quoi. C'est très gentil, mais donc, on est là, on s'extasie devant ça. Donc oui, effectivement, on a baissé nos critères. Après, moi, il m'a fait triper quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais déjà ado, à mon avis, j'étais jeune, mais il était impressionnant à voir. Il cassait un peu des codes quand même à l'époque dans le monde du foot. Faut quand même pas l'idée qu'on s'en moquait même, mais l'idée que, en gros, je lis des livres. Ah mon Dieu, tu vois, alors les Guignols avaient caricaturé ça en le montrant en train de peindre, et l'autre qui chantait avec JPP, dur d'être bébé, quoi. Les deux, on est caricaturés dans les deux sens, mais il a quand même cassé quelques codes, il refusait de rentrer dans le moule, il avait une certaine liberté de parole. Voilà, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Ouais. Alors tu évoques également des artistes, cinéastes, écrivaines. On va peut-être en évoquer quelques-uns. Alors tu le disais tout à l'heure, Pasolini, qui est un cinéaste italien. Quel est, lui, son rapport au foot ? Un grand écrivain, par ailleurs, aussi. Un grand écrivain, un cinéaste, un poète. Alors, c'était une grande figure intellectuelle de l'Italie d'après-guerre, de gauche, homosexuel, qui était compagnon de route du PCI, mais très critique. Alors, lui, son rapport au foot, il est obsessionnel. Il a beaucoup écrit, pas de romans, mais il a beaucoup écrit dans des articles, il a beaucoup donné d'interviews au sujet du foot. Il y jouait tout le temps. Il s'occupait d'équipes amateurs. Le jour où il est mort, il avait joué l'après-midi encore au foot. C'était quelque chose qu'il habitait. Il était tifosi, comme il le disait, de son club de jeunesse. Et il disait, la tifosi, c'est une maladie, quoi. C'est la fièvre jaune, quoi. On s'en débarrasse jamais. Et à côté, très critique, notamment parce que il avait une obsession, le consumérisme à l'époque. Il pensait que ça détruisait tout, l'âme de... Il était aussi très imprégné par un côté presque chrétien. C'est ça qui est drôle, par sa mère, qui était une fervente catholique. Il avait rompu avec son père, qui était fasciste. Donc, effectivement, il y a des choses mais il était très marqué aussi par sa mère. Et il avait une vision quasi, parfois, très à la Peggy, très mystique. Et le foot articulait tout ça, mais il était aussi très critique. Il critiquait le jeu. Il a écrit des très belles choses sur le dribble à une époque où on découvrait le foot brésilien. Et lui, il était ébloui par ça. Et vraiment, c'est à relire. Ces textes sont ressortis de plein de versions. Il y a un petit recueil qui s'appelle Terrain. C'est au temps des cerises, si je m'en souviens bien, mais ou peut-être que ça a été réédité ailleurs. Peu importe, trouvez-le. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a de l'amour, de la connaissance, il y a de la critique, et en même temps de la passion. Et j'aime bien comment il articulait. J'apprécie comment il articulait tout ça sans se cacher. Et je dirais presque que c'est intéressant comme le comparer avec Albert Camus sur ce terrain-là où c'est plus complexe. Mais voilà, il était très soucieux. C'était quelque chose de sérieux. Et en même temps, c'était un de ses grands plaisirs. Il l'a dit, c'est un de mes grands plaisirs avec les jeunes garçons, avec les jeunes hommes, tu vois. Il avait dit ça à l'époque. Donc voilà, il était très... comme Diane Guérin qui dit qu'il a découvert la classe ouvrière dans les chambres de bonne. Voilà, il était dans ce registre-là. Et donc j'ai parlé de Pasolini. Par exemple, il tournait un moment Les 120 jours de Salo, qui est une immense fresque de dénonciation de ce qu'est le fascisme. Et il a fait un match contre celui qui... 1900, le film, j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Et il était très en colère parce que l'équipe adverse avait recruté des pros ou des semi-pros, dont Ancelotti. Et donc ils avaient perdu évidemment, et lui était fou de rage. Et il avait joué, il était tout en rouge. Il y a des photos de ce match qui est un des matchs un peu connus quand on parle de foot et cinéma. Et voilà, donc il attachait de l'importance à la chose, et il le faisait bien. On est ou pas d'accord. C'est une fois encore, on peut ne pas suivre tous ces délires. Mais il y avait quelque chose d'intéressant vraiment chez lui à relire encore aujourd'hui. On a un peu parlé de lui parce qu'on a fêté son anniversaire là-bas, ses 100 ans.
Alors les entraîneurs maintenant, effectivement, tu disais tout à l'heure, tu avais choisi d'écrire un des plus emblématiques, Bill Shankly, donc l'entraîneur du grand Liverpool des années 60, le roi de la punchline. Grave. Comme Best, comme George Best. C'est ça. Dont une des plus connues, le football n'est pas qu'une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que cela. Alors, qu'est-ce que dit cette phrase? Bill Shankly, je peux raconter, il est vraiment issu de la classe ouvrière, de la mine. C'est comme copain, c'est vraiment des gens qui en viennent. Tout ce qu'il écrit après en disant pourquoi le football sans lui doit avoir des valeurs, solidarité, c'est un truc qui vient de sa classe. Vraiment, il a toujours dit. Alors, il est à l'époque, il était déjà classé à la gauche du Parti travailliste. Aujourd'hui, ce serait pas dur. Mais il a financé des grèves et tout ça avec son argent. Il a développé toute une théorie sur ce que devrait être le foot de gauche, socialiste, comme d'autres avant. Mais lui, c'était quelqu'un de tellement emblématique à travers le Liverpool. En plus, il a les couleurs en rouge, tu vois. C'est lui d'ailleurs qui l'a imposé, c'est souvent oublié, et qui a fait naître Liverpool comme le grand club rival de Everton. À l'époque, c'est Everton qui domine très largement la ville. Donc cette phrase, elle est connue. Elle est ressassée, expliquée. Je pense qu'on la comprend mal. C'est quand il explique que c'est bien plus important que ça, c'est qu'en fait, ça renvoie à tout en fait. Et moi, quand il dit c'est pas une question de mort, c'est plus important que ça, c'est qu'en fait, ça permet d'affronter tout le reste. Et moi, je trace le parallèle avec le tifo qu'avait fait le CUP pour lors de la finale contre l'Inter de Milan du PSG. Collectif ultra parisien. Ouais, le parisien avait fait un très beau tifo en hommage à la fille de Luis Enrique qui est décédé d'un cancer, une maladie rare, j'ai oublié laquelle, très beau. Et en fait, ce tifo était l'incarnation de ça. En gros, on va jouer une finale de C1, pour une fois on peut la gagner, mais on pense à ça en fait. Il y a la vie, la mort. Là, je pense que Bill Shankly, je pense qu'on le surinterprète parfois. Et quand il disait ça, je pense aussi qu'il expliquait simplement pourquoi il y avait des supporters, pourquoi il y avait cet engouement, pourquoi il y avait... Mais il disait pas que la lutte des classes allait disparaître, que tout le reste n'existait plus. Je pense que pour lui, dans sa tête, c'est expliquer pourquoi on est tellement passionné. C'est parce qu'à un moment, voilà, mais on a droit d'avoir des moments comme ça. Il avait d'autres citations sur la question. C'est l'époque des grands artistes de la phrase. George Best était un génie en la matière. Ma phrase préférée de George Best, j'ai acheté une maison au bord de la mer. Il y avait un bar. Il y avait, sur le chemin pour aller à la mer, il y avait un pub, je ne me suis jamais baigné. Voilà, c'est un type qui disparaissait 4-5 jours et qui rentrait après avoir je ne sais pas combien de jours de cuite et qui gagnait des matchs. C'est encore possible des joueurs comme ça aujourd'hui? Ben non, et Neymar, on est la preuve. Mais vraiment, je vais pas le défendre, Neymar, parce que c'est pas vraiment, c'est plus de position. Pavé dans la Marseille. Non, mais vraiment, mais vraiment, les reproches qu'on a fait qu'on a fait à Ronald, comment il s'appelle? Putain, au PSG quand il est arrivé. Verratti. Non. Ronaldinho, ouais, quand il était au PSG, qui sortait. C'est quand même terrifiant, c'est qu'on explique à des mecs vivez pas quoi. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez dans votre vie du boulot. Je peux comprendre, c'est un sport, il faut une hygiène de vie et compagnie, mais voilà, donc non, c'est plus possible aujourd'hui. Un mec qui fume, qui boit, qui explique tout mon argent est parti dans l'alcool, les femmes et les voitures, le reste je l'ai gaspillé, ça n'existe plus. Ce serait inconcevable. Et pourtant beaucoup le font, mais dans d'autres choses, ils boivent plus, mais peut-être qu'ils prennent d'autres substances. Moi, je suis pas moralisateur, par contre, voilà. Mais bon, pour revenir à Bill Shankly, sa vie aussi, je sais que c'est bateau ce que je raconte, mais il faut vraiment regarder sa vie. Elle parle de la mine, quand il parle de classe ouvrière, tu peux dire c'est punchline, c'est fait genre je suis un groupe de punk rock et je vais sortir 3 trucs. Non, lui c'est du dur et du réel. Il vient de la vraie Angleterre qu'on a chié et qui avec des morts, etc. Donc non, vraiment c'est un personnage, et vraiment relisez Plutôt rouge que mort de David Peace, comme vous pouvez lire le dernier, mais qui est sur Manchester et qui aborde autre chose. Mais il y a la caution de classe ouvrière, ça qui sont. Mais c'est long, je vous le conseille, c'est très long. C'est un style hyper précis, détaillé. Il y a un côté Nick Tuchis chez lui, quand il écrivait sur Dean Martin, ou sur ce grand voyou juif, là, le roi des juifs, le roi de la pègre à New York, qui avait inspiré l'une des figures du Parrain, le film. Voilà, donc c'est hyper détaillé, mais voilà, donc Bill Shankly, fascinant, et
toujours. Enfin, moi, j'en ai toujours pas fait le tour. Et voilà. Après, comme je dis, il faut être lucide, il faut voir ce qu'il était. Il gagnait bien sa vie. À un moment, apparemment, il était très dur de caractère. Enfin, j'idéalise personne et il n'a pas changé la face du monde ni d'Angleterre. Il n'a pas inversé les rapports de force politique. Mais vraiment, si vous voulez vous intéresser au foot, plutôt ça que Sampaoli, quoi. Excusez-moi, pardon. Un petit mot sur les tactiques également. Alors, est-ce que les tactiques peuvent être politiques On a vu ça avec France-Paraguay, c'est drôle. Hein, on en sort. Alors effectivement, le Paraguay a joué. C'est pas qu'ils aient fait un jeu défensif. Ils ont fait énormément de fautes qui auraient dû être sanctionnées. On va pas revenir là-dessus. Et après, ils ont perdu, donc ça ne servait à rien. Mais il y a ce côté, tu sais, de dire quand il y a un rapport de force défavorable. Il y a cette idée très belle que le foot de gauche, c'est un foot offensif, fait d'artistes, c'est le Brésil. Effectivement, non, Socrates qui a pu incarner Socrates à un moment en 82. Avant lui, il y avait la grande équipe du Brésil, mais à mettre de gauche, avec Pelé, tout ça. Peut-être que Garrincha est une figure un peu plus attachante de ce point de vue-là, mais le Catenaccio, comme il explique, il est né dans l'esprit d'entraîneur plutôt marqué à gauche qui disait on n'a pas de moyens, on n'a pas de grands joueurs, on va gagner 1-0 contre le Grand Milan ou la Juve qui est financée par Fiat. Et c'était ça la raison de ces jeux défensifs. Mais donc c'était une tactique mise en place par plutôt les petites équipes. Le Catenaccio, c'est clair, c'est né comme ça. Après, ça a pu être repris parce qu'au niveau européen, les Italiens, à un moment, ils ont aussi besoin quand ils voyaient arriver les armadas anglaises, allemandes notamment. Ils se sont dit, le Real, par exemple, comment on peut les contrarier. Après, ils n'ont pas toujours joué comme ça. C'est pas l'apologie du foot défensif. Je dis juste que marquer politiquement une ligne. Je dis à un moment, c'est quoi est-ce que la gauche, elle doit jouer bloc bas ou est-ce qu'elle doit casser les lignes? Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Mais les grandes équipes font les deux. Mais voilà, c'est intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, comment dire? Comme je répète, hein, il y a des footballeurs de gauche qui produisent du football de droite et égoïstes et machin on dit c'est des artistes. Il y a des footballeurs de droite qui sont hyper collectifs alors que quand ils les écoutent parler en dehors tu dis mais voilà, mais qui ont cet attachement c'est complexe mais voilà, sur le Catenaccio, c'est vraiment, là je me revois à Stéphane Régis de SoFoot qui avait écrit un très beau papier, il était revenu aux racines, il avait retrouvé les textes et tout, où il expliquait, maintenant 5 minutes, on va arrêter de... Ça incarnait pour notre génération, les années 80, 90, tout ce qu'on n'aimait pas dans le foot italien, c'est une vérité, mais en fait, sa genèse, c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas le Milan AC de Berlusconi, c'est comme ça, qui par ailleurs a eu des très belles époques, hein. Mais voilà, donc... Et donc, par contre, il n'y a pas de dirigeant dans ta sélection, de dirigeant de président. C'est volontaire, ça. Et voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des présidents de gauche dans le foot? Est-ce que ça peut exister? Franchement, regardez Noël Le Graët. Il était au Parti Socialiste, maire socialiste de Guingamp, soutien de François Hollande. Qu'est-ce que ça a donné à la FFF et qu'est-ce que ça a donné par la suite? Voilà, donc j'ai peut-être pas besoin de m'étendre. Il n'y a pas de dirigeant. Klenov était le dirigeant de la fédération sportive socialiste, c'était un dirigeant politique aussi. Donc voilà, pour revenir, moi je me suis posé la question et j'arrivais pas à en trouver vraiment. Après il y a des figures, des histoires qui sont intéressantes. L'ancien président du Bayern qui avait été un survivant des camps, le président de l'Ajax Amsterdam qui est une Anne Frank qui a survécu. Il y a des histoires comme celle-là qui peuvent être attachantes. Il y a eu quelques dirigeants de Guingamp à la Libération qui venaient en fait de la résistance. Ça peut arriver, mais fondamentalement, moi, si vous connaissez tous, vous êtes tombé en scrollant cet extrait qui passe souvent à Gabin qui explique quand dans ce film magnifique sur la politique, il discute avec un adversaire et il lui dit il y a des patrons de gauche et Gabin répond il y a aussi des poissons volants mais c'est pas la majorité du genre. Voilà, donc c'est un peu ça c'est un peu ça moi j'ai pas cherché les poissons volants. Il y a peut-être des figures qui pourraient être intéressantes à tresser, mais franchement aujourd'hui en France dans les clubs je vous vois pas qu'il n'y ait pas que des crapules fascistes, je veux bien le concéder, mais je joue avec un élastique tellement c'est stressant, mais ouais c'est
je sais pas. Ou alors, il faudrait des présidents qui soient totalement effacés. Et puis, comme disait justement Bill Shankly, les présidents, ils sont là juste pour signer Mais des chèques. le problème, Et en fait, je pense que là, je suis pas rentré là-dedans. Il a raison sur le fond en disant le foot, normalement, c'est les joueurs, les entraîneurs. Le mec, il signe des chèques, il va en tribune, il est heureux. Mais malheureusement, c'est plus le cas, Ouais, par c'est exemple. ça. Et pour faire une comparaison, Virginie Despentes, dans un de ses bouquins, elle disait il y a un débat entre un des personnages et l'éditeur de son livre. Et elle a dit c'est mon livre. Elle a dit oui, mais c'est mon argent. Et en fait, c'est un peu ça le foot aujourd'hui. C'est-à-dire à qui appartient le foot. On voit aujourd'hui qu'apparemment il appartient à Trump, par exemple. Tu vois, je veux pas tomber sur Balogun en tant que tel. Hein, c'est pas lui le problème. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans les discussions concernant l'organisation du football, des calendriers, des machins comme ça, ce qui décide. Je veux dire. La Coupe du Monde à 48, voilà, et pour revenir au président de club, enfin, je sais pas, que ce soit Marseille, PSG, Nantes, je ne vais même pas en parler de Nantes, tu vois, c'est... Voilà. Justement. Non, mais le Nantes des années 90, je pense que c'était une époque où le Nantes gagnait des titres. Et je suis sûr que personne n'est capable de citer les présidents de Nantes à cette époque-là. Et il se trouve que c'était quand même une époque où il y avait une certaine horizontalité dans le fonctionnement du club. Et d'ailleurs, Jean-Claude Sodo, l'entraîneur, quand il a décidé de partir, c'est lui qui a nommé son successeur, donc Reynald Denouex. Alors franchement, je vais pas mentir, je ne me souviens pas du nom du président du FC Nantes dans les années 90. Par contre, il y avait déjà quelques figures de présidents un peu forts dans d'autres clubs. Après, l'époque était... Alors d'abord, Suodo n'était pas n'importe qui au FC Nantes. Et c'est vrai que les entraîneurs avaient un rôle peut-être plus important à l'époque dans les clubs. Hein. Herbin, Saint-Etienne, bon, c'est un peu avant. Mais on voit bien... Mais par exemple, regarde, excuse-moi, Claude Bèze, fasciste éclairé, Tapie au Marseille. On a connu des... ça mériterait en fait, mais quand je dis qu'il manque des choses dans mon bouquin, je le concède il y a énormément de zones d'ombre ou même d'oubli. Hein. C'est même tout l'intérêt d'un livre. Hein. Si tu publies un livre en non exhaustif, c'est que tu te mens à toi-même et que tu mens au lecteur. Et quel que soit le domaine, hein, quelle que soit la question, il n'y a pas un romancier qui va écrire une histoire d'amour en imaginant qu'il va résumer tout ce que sont les sentiments humains. Il n'y a pas un historien qui va aborder un sujet en pensant que personne viendra derrière lui pour le réinterpréter. Et là-dessus, sur un sujet comme le foot, alors franchement, il n'y a pas assez de pain sur terre pour qu'on arrive à épuiser nos discussions. Donc, Alors, peut-être une dernière question avant de refaire une pause musicale. Eh bien, puisque ton dernier livre, c'était le Qatar, le mondial de la honte, et que en ce moment, c'est la Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique. Cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de quoi, du coup Est-ce qu'elle est pire qu'en 2022 ? Est-ce que toi, tu boycottes cette Coupe du Monde pour être franc avec vous, je la boycotte pas, celle-là. Je la regarde, franchement, je vais pas mentir, sauf à 3h du matin. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde ouvre les yeux. C'est étonnant. Hein. La capacité qu'ont les gens là en ce moment à se dire il se passe ça pour des choses qui, moi, me semblent effectivement graves, mais mineures par rapport à ce qui s'était passé au Qatar. Je dis pas que le Qatar c'était l'apocalypse et que c'était ce qu'il y a de pire. Enfin, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Il y a eu des horreurs. Mais par exemple, le refus de laisser entrer cet arbitre somalien. Qui était vraiment un scandale, une honte, et qui incarne ce qu'est la politique migratoire américaine et le rapport des Américains au reste du monde, surtout à l'Afrique. Et d'un coup, ça a choqué tout le monde. Et j'ai vu des tonnes de réactions de gens qui, auparavant, moi, m'avaient dit tu nous fais chier avec ton Qatar, nous, on veut kiffer. Et les mêmes qui sont scandalisés. On voit aujourd'hui l'histoire de Balogun qui empêche tout le monde de dormir. Je dis pas que c'est rien. Moi, c'est symptomatique de ce qu'est le rapport de Trump au pouvoir. C'est comme quand il rentre au G9 en disant c'est moi le boss, alors qu'il n'est même pas foutu de mettre à l'amende l'Iran. Mais peu importe, c'est emblématique de ce qu'est Trump, c'est emblématique de notre faiblesse, c'est emblématique du rapport au pouvoir, de ce qu'est Infantino, la FIFA. Mais franchement, dans l'échelle des gravités du foot, de ce qui se passe dans le foot en manière économique, même les rythmes de travail, les footballeurs qui jouent par 40 degrés, enfin, je veux pas défendre. On me dira oui, c'est des milliardaires, mais l'équipe de France a joué par 40 degrés avec les Paraguayens. Voilà, il l'a dit, hein, Didier Deschamps. Là, il y a 2 jours, ils vont se reposer. Hein, donc, là, Balogun, Finalement, les climatiseurs, c'était pas si mal. Non, alors pour le coup, il faut vraiment s'intéresser aux articles qui sortent sur Reporter, par exemple, qui est un très bon média sur les questions écologiques. Mais il y en a d'autres, hein, il y a Basta. Mais vraiment, il va falloir repenser, que ça plaise ou non. Enfin, il faudrait, parce que dans un monde normal, repenser les grands événements sportifs à l'échelle de ce qu'est le réchauffement climatique aujourd'hui. Regardez comment on a crevé
la semaine qui s'annonce sera dure, même un peu moins. Mais comme on a tous crevé la semaine dernière, c'est que le début. Et dire que nous qui faisons rien, on n'est pas bien. Le Tour de France, là, il est déjà sous condition. Enfin, c'est l'autre grande épreuve populaire en France, hein, le Tour de France. Voilà, donc comment je qualifiais ce mondial? Pour moi, c'est le mondial de la révélation. C'est-à-dire que c'est l'épiphanie. Tout le monde découvre qu'en fait, il y a des problèmes graves qui se jouent à travers le foot, mais que comme il y a Donald Trump a réveillé le monde entier, voilà, Balogun, c'est un peu leur Groenland, quoi. Le Groenland, ça fait chier tout le monde. Ah putain, d'un coup, il y a des impérialistes qui veulent nous prendre un bout de terre. Ah, c'est bon, vous découvrez ça en Europe maintenant. Et à côté de ça, vous avez quand il découvre que Trump n'a pas de respect pour la FIFA et le football, ben oui, il a respect pour rien. Il envoie Ice. Il y a eu suffisamment pour le coup de reportage, et je faut rendre hommage à nos collègues qui sont sur place, sur des communautés qui n'osaient pas aller au stade, comme les Haïtiens, les Sénégalais sur place. Il y a 1 million d'Haïtiens aux États-Unis, mais dont une partie sont. Et donc, toutes ces personnes qui n'ont même pas pu profiter, le prix des places, tout ça. Enfin, après, il y a des espaces Quand je dis que le foot est intéressant, aux États-Unis, il y a des espaces de résistance qui sont ouverts, alors aussi bien à travers, je parle de la finale Meghan Rapinoe, mais le maire de New York, il y a des formes de mobilisation qui se sont fait autour du football, donc qui sont intéressants et qu'il faut mettre en lumière. On prend ce qu'on prend, hein, on prend ce qu'on peut. Pardon, excusez-moi, je suis un peu long. Mais pas de souci. On te remercie pour cet entretien. On vous rappelle donc le titre de ce livre, Latéral gauche, paru aux éditions Libertalia. On en discutait justement avec Thomas avant de démarrer cette émission. On a pris beaucoup de plaisir à le lire, beaucoup de spontanéité. On sent que c'est toi, tu t'es fait plaisir en écrivant ce livre. On a vraiment l'impression que tu nous parles, que tu nous racontes des histoires. Voilà, et au dodo. Conseille vivement. Et au dodo. On va enchaîner sur le quiz. Oui, je regarde Rémi, parce que d'habitude il m'envoie un jingle, mais là j'ai pas de chronique, il n'y a pas de jingle. Ah si. Oui. Alors même si ton bouquin, Nicolas, il est super et il met en lumière les grandes figures militantes du foot, on va pas se cacher, hein, il y a aussi une bonne part de figures bien à droite dans le monde du foot. On relaie souvent des prises de position de type anti-RN de Mbappé, etc. Mais récemment, il y a eu d'autres évidences. Hein. On peut penser au gardien du PSG, Lucas Chevalier, qui a liké par erreur une vidéo pro-RN. Le désormais ex-président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, engagé aux côtés d'Éric Ciotti à Nice. Jean-Michel Aulas, candidat de droite à la mairie de Lyon. Et en France comme à l'étranger, hein, y a des groupes de supporters qui sont marqués à droite ou à l'extrême droite, par l'histoire du club ou, comme on l'a souvent raconté dans nos chroniques, ou par un phénomène de diffusion de la politique que l'on observe dans les stades. Là encore, le football, c'est un peu la caisse de résonance de la société. C'est pas un phénomène nouveau. Ça fait longtemps que les groupuscules d'extrême droite ont tenté de recruter dans les tribunes. En France, on cite souvent bien sûr Lyon, les Offenders à Strasbourg, les Messos à Reims, etc. Enfin, voilà. Malheureusement, il y en a pléthore. Je vous propose un petit quiz, Rémi. Tu joues, j'espère, pour retrouver donc quelques figures. Alors, on va pas tout de suite aller à l'extrême droite, je vous rassure. Sachez quand même, en préambule, on en a un petit peu parlé, qu'il y a eu une étude scientifique qui s'est penchée sur les cas Ronaldo et Messi. Et alors, non pas du point de vue sportif, mais politique. Ils ont fait un sondage dans 26 pays, alors, il y a eu 10 000 personnes, et bien pour savoir si vous êtes plutôt Messi ou Ronaldo. Et bien, à l'issue de cette étude, il apparaît que le facteur qui permet le mieux de prédire le choix entre Ronaldo et Messi serait l'orientation politique. Les conservateurs, en clair, les gens plutôt à droite seraient plutôt Ronaldo, et les gauchos, Messi. C'est pas étonnant. Ouais, oui. C'est une représentation sociale, hein. C'est pas du tout les personnages en question. Hein. Évidemment. Allez, on est parti pour le petit quiz. Je regarde, on commence en douceur. Il a joué à Toulon, au Stade Brestois. Il a été champion de France avec le PSG en 94. Puis il est parti à Newcastle, Tottenham, Aston Villa. Il est le symbole de la non-qualification de la France au Mondial 94. Ginola. David Ginola, ambassadeur L'Oréal. Il apporte son soutien à Sarkozy en 2007 et figure sur la liste d'hiver droite d'une candidate à la mairie de Sainte-Maxime. Ouais, beau début. Beau début, C'est un hein. crime pour l'équipe de France. On continue un petit peu plus compliqué. Gardien de but.
qui joue de 94 à 2007 dans le même club. Il est champion de France en 96. Qui est champion de France en 96? Auxerre, Auxerre. Charbonnier. Non, c'est l'autre. Fabien Cole. Fabien Cole. Et pas- Qui était Voilà. candidat de droite, c'est vrai. Exactement. Ah ouais. Il a intégré à l'époque l'UDF, enfin le MoDem, voilà. Ex-UDF, donc fondé par Giscard, dirigé par notre cher Bayrou. Un autre gardien, tiens, lui aussi emblématique d'un seul club. Il a apporté son soutien à Bayrou, lui aussi en 2012, avec le fameux ni droite ni gauche, donc de droite. Champion de Ligue 2 en 99 et 2004. Bah oui, parce que son club, il n'a pas toujours été en Ligue 1, en tout cas pour ma génération. Il a terminé sa carrière au Mans après toutes ces années dans le chaudron. Il a la même coupe de cheveux que moi. Et la même taille que Jeff. Jérôme Alonso. Non, gardien. Qui est resté plus toute sa- petit. Jérémy Janot. Jérémy Janot, Oui, c'est bien vrai. sûr. On a tous des moments sans. Hein. Ouais. Il a été un peu complotiste à un moment. Il avait Un sorti peu aussi, un peu, c'est vrai. Toujours en France, tiens, avec ce joueur franco-marocain, attaquant des Girondins de Bordeaux. Marwan Chamakh. Marwan Chamakh, bien sûr. Lui, alors, aussi le MoDem, mais ça j'aime beaucoup, petite originalité, c'est qu'il figure sur la liste de Jean Lassalle. Et ça, c'est quand même pas mal. Oh. Il a dit que c'était une des plus grandes erreurs de sa carrière. Ah bah quand même. Mais c'est beau. C'est énorme. Là, on arrive dans la zone Rémi. Avec encore un peu plus à droite, surtout un peu plus au sud. On cherche ce joueur défenseur de Marseille entre 80 et 94, donc Carlos vainqueur de la Ligue des Moselle. Champions. Dimeco. Eric Dimeco, qui a été conseiller municipal et adjoint au sport à la mairie de Marseille, alors dirigé par Jean-Claude Godet. C'est pas lui qui est fan d'Oasis, hein. Fan d'Oasis, il a un groupe de reprises Oui, qui oui, s'appelle oui, ça- Osiris. Ouais, c'est ça, exactement. Petite pub. Et une très bonne émission. On salue nos confrères. Bien sûr, Allez évidemment. écouter évidemment les confrères. Évidemment, confrère de gauche. Toujours à Marseille, mais à époque plus récente que Dimeco, on cherche ce joueur sénégalais, passé par 3. Mamadou Niang. Il est trop fort sur Marseille. Il s'est engagé en 2020 au municipal sur la liste d'une candidate macroniste, notre petit Mamadou Niang. La club fait des ravages parfois. Grosse déception sur Mamadou Niang qui Bah oui. était un super joueur. Bon, je vous fais Ok. pas. Je passe On Basile coupera, Boli. on coupera ça de. J'aurais pu Pour la citer rediffusion. Basile Boli, qui a été bien sûr proche de Sarko, aussi de l'ancien maire de Poissy, Carl Olive, et qui a été en charge du co-développement à l'UMP. Enfin voilà, Basile. On remonte un peu dans l'histoire, ça c'est peut-être pour toi, parce que les Ouais, autres. On cherche deux frères, joueurs emblématiques de la SSE, grande période des Verts. L'un est meilleur buteur de l'histoire du club. Par Révéli, non, c'est pas ça. Oh là 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 Bam là là. Bam, l'historien. Hervé et Ah, il est Patrick Révéli. Mais c'est les frères, ouais. Il y en a un qui a été candidat aux élections municipales à Saint-Étienne en 2020 sous l'étiquette En Marche, et son frère lui soutenait le maire sortant LR. Voilà. Et c'est Régis Chouanico maintenant Pas mal, qui est maire, Ouais, qui est tout par à ailleurs un grand spécialiste des questions de sport. Oh, On va, pardon, Non, c'est bon, vas-y. on va quitter la France direction l'Amérique du Sud pour se diriger, ce qui était en tout cas un immense pays de football pour ceux qui n'ont pas regardé le match hier. Donc le Brésil, alors tu parles toi de Socrates Il y a le choix. et de sa démocratie. Ouais. Ah, Il y a mais, le choix de dingue. Il y a eu de la déperdition. Hein. Ouais. Alors on va commencer, on va en faire un parce qu'effectivement je vais après les citer. Cet attaquant formé à Vasco de Gama, il arrive en Europe au PSV Eindhoven, puis à Barcelone. Il est Ronaldo. champion du monde 94. Azès Non. Ah, c'est Côté Romario. Romario de Souza Faria, le grand Romario, qui côté politique a également pas mal changé de crèmerie. Il a fait un beau tacle glissé d'école sur la droite. Il s'est d'abord engagé avec le Parti socialiste brésilien. Il a été élu sénateur, puis rejoint le parti de droite avant de s'engager plus récemment dans le parti de Jair Bolsonaro qu'il soutient en 2022. On aurait pu faire un quiz 100% brésilien, genre de Ah ouais, droite, c'est clair. effectivement, ou d'extrême droite. On peut citer Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Dani Alves, Cafu, Rivaldo, Kaká, ils ont tous soutenu Bolsonaro. Et rappeler que l'icône Pelé a été ministre des Sports, bien à droite aussi. Et étrangement, le premier ministre de Noir dans un Exactement. gouvernement brésilien. Exactement. De l'autre côté de la frontière, Javier Milei, lui, s'est mis à dos une partie du monde du foot avec un projet de réforme de l'organisation des clubs Ah. pour mettre notamment fin au système des socios. On va chercher ici, je regarde l'heure, un joueur argentin formé à River Plate. Il arrive en Europe à Benfica avant de rejoindre Chelsea en 2023.
Il se fait remarquer en 2024 en publiant une vidéo où on le voit en compagnie d'autres joueurs de la sélection argentine chanter un chant raciste et transphobe. Le gardien, non. Non, lui il était à West Ham. Ouais, il sera nommé quelques jours plus tard capitaine de Chelsea, tout simplement. Son petit prénom c'est Enzo Fernandez. Trompé. Voilà. Ils étaient plusieurs à la chanter. Hein, Ouais. Exact, oui, ils étaient plusieurs. Ouais. J'accélère un peu. Allez, je le fais rapidement. Un dernier petit tour en Amérique du Sud. Ce joueur, alors là, il a une actualité récente, bien connu pour quiconque a suivi la Coupe du Monde 98, gardien de but ayant joué 2 ans à Strasbourg. Chilavert. Lui, c'est le top. Là. C'est le top du Là, top. tu termines par l'essentiel. Hein, c'est... J'en ai d'autres, attends. On quitte l'Amérique du Sud, tiens. Alors sur le terrain, ça a été un de mes joueurs préférés dans son style de jeu, je dois le dire. Je l'ai vu au stade à l'époque où j'habitais en Allemagne. Désolé Nico. Il a joué à Schalke 04, il se révèle au Werder Brême avant de partir pour le Real de Ronaldo puis Arsenal. Champion du monde 2014 avec l'Allemagne. Schweinsteiger. Non. Il a eu plusieurs polémiques, dont un tatouage avec les symboles de l'extrême droite turque. Non, il n'est pas joueur. Et puis, oui, mon Dieu. Très grand joueur gaucher. Il se rapproche progressivement du parti du président turc Erdogan jusqu'à intégrer le conseil. Özil. Mesut Özil. J'adorais ce joueur. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Allez, on enchaîne. Là, c'est fini. Là. C'est fini. Il reste 20 secondes. Là. Oh putain. J'avais encore John Terry, Sol Campbell. J'avais un petit Joey Barton pour finir avec toi, tranquille. On vous souhaite un bel été. Bel été à toutes et tous. Ciao. On imagine ce qui est dans l'intérêt général.